Michel, le grand jour est arrivé, ou le lendemain du grand jour, puisque nous sommes lundi. Le nouveau gouvernement est en place. Pour combien de temps? Euh, Question. Les bookmakers sont déjà dans les starting blocks, je pense. Un gouvernement qui ressemble, à mon sens, fort à une continuité de la Macronie, qui a pourtant pris, excusez-moi l'expression, une petite tôle, voire trois, lors des dernières élections. 60% des représentants et des électeurs sont sortis du jeu, NFP et Rassemblement national. Qu'est-ce que ça signifie, j'allais dire, ce cirque? Nous sommes, je crois, dans une situation politique inédite et j'ai envie de dire inextricable. Donc on peut parler de crise de régime ou de crise institutionnelle. Je crois que les mots conviennent bien à la situation. Alors, vous avez raison de rappeler que Michel Barnier, lui-même d'ailleurs, doit savoir que ses jours, voire ces semaines, dans le meilleur des cas, sont comptées et que ce gouvernement aura du mal à passer l'obstacle des censures cumulatives ou alternatives qui vont se présenter devant lui, hein. Évidemment, Et le j'y pensais justement ce matin en voyant la succession des ministres entrés pour la réunion avec Michel Barnier, avec la pause pour les photographes. Et je me disais, tous ces gens qui sont contents d'avoir leur voiture avec un gyrophare seront doublement contents parce qu'ils risquent fort d'entrer dans le Guinness des records, tous, comme ministres les plus brefs de la Ve République. Oui, mais il n'en demeure pas moins que le pouvoir, c'est grisant. Hein, que le pouvoir, c'est une jouissance exceptionnelle, peut-être même d'ailleurs la première des jouissances. Et donc, évidemment, pouvoir bénéficier de l'attrait, du luxe qui entoure encore évidemment nos politiques, bon, c'est quelque chose qui, pour, comme on a dit, des seconds couteaux, hein, est sans doute encore plus important que pour des premiers couteaux, si on pensait, bon, à des hommes comme François Bayrou, par exemple, qui est maintenant au-delà de ces considérations. Donc, je pense je pense qu'évidemment, la situation n'est pas viable, hein, d'où cet article que j'ai rédigé pour la revue politique et parlementaire, intitulé Le système D, en évoquant ce que j'estime être les quatre options, commençant donc par un D, qui vont se présenter à un moment ou à un autre: dissolution, démission, destitution, et ce que j'ai appelé la désaffiliation démocratique, en pensant au recours à l'article 16, voilà, pour avoir mon quatrième et dernier D. Alors, si on reprend chacune de ces options, qui à mon avis vont apparaître, ou sont déjà apparues, ou vont réapparaître, en commençant par la dissolution. Alors, je pense que quand on parle de l'être et d'esprit de la Constitution et qu'on est en charge des affaires de l'État, on devrait respecter et l'une et l'autre. Voilà. Alors, la dissolution ne devrait pas être ce que j'appelle, et elle l'a été au moins deux fois, une dissolution de confort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand M. Macron a décidé de dissoudre, donc en juin dernier, son calcul était simple, hein. La clarification, c'était un mot qui dissimulait à peine le fait qu'il voulait une majorité plus grande et une majorité qui ne soit plus relative, mais qui soit absolue, comme en 2017. Hein. C'était ça son intention. Voilà, donc ce que j'appelle une dissolution de confort. Si on revient un peu en arrière, quand en 1997, Jacques Chirac, sur le conseil, alors fort peu avisé pour le coup de son Premier ministre Dominique de Villepin, dissout.
Alors là, il n'en avait pas besoin, parce que lui, il avait une majorité. Mais les mauvaises langues, si on peut dire, racontent que ce que n'admettait pas, ce qui ne plaisait pas au président Chirac, c'était que cette majorité était une majorité un peu trop baladurienne à son goût, et qu'il voulait lui substituer une majorité plus chiracienne. Voilà. Mais lui-même expliquait, 2 ans auparavant, lors de sa campagne présidentielle, que la dissolution ne pouvait intervenir que si la République était en danger. Voilà. Elle ne l'était pas, donc c'était une dissolution qui n'était pas conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Alors, pour M. Macron, c'est encore plus drôle, parce qu'il avait dit à plusieurs reprises qu'il ne dissoudrait pas, parce que la dissolution ne changerait rien à la réalité politique et qu'on se retrouverait avec de mêmes blocs minoritaires, et donc une ingouvernabilité. Voilà. Alors, je pense que quand le même M. Macron dit qu'il ne dissoudra pas une nouvelle fois, comme si c'était un jeu et qu'il ne voulait pas que les Français s'habituent à ce jeu. Enfin, toujours un petit peu la leçon de morale. Voilà, je fais ce que je dissous, mais la prochaine fois, c'est moi qui déciderai. Voilà. Mais il est probable, qu'il faudra dissoudre. Mais si la dissolution a lieu sans préalablement avoir changé le mode de scrutin et avoir introduit la représentation proportionnelle, on risque d'avoir à nouveau la même situation donc en juillet prochain. C'est quasiment Option, certain, oui. d'où la deuxième option, démission. C'est-à-dire à un moment donné, effectivement, la démission pourrait apparaître comme une décision contrainte. Voilà, pas une décision volontaire. Alors là aussi, Emmanuel Macron a dit non, jamais, j'ai été élu, donc j'irai jusqu'à la fin de mon mandat. Alors, il y a évidemment l'option destitution, mais bon, vous savez comme moi Elle que a aucune chance, oui. d'abord, il faut qu'elle passe la rampe de la commission, ensuite de l'examen au Parlement, et qu'ensuite il faut recueillir 2 tiers, 2 tiers des suffrages à l'Assemblée nationale et autant au Sénat. Donc c'est ce que j'ai appelé les coulisses de l'exploit politique, si jamais. Voilà. Alors reste une quatrième option que l'on veut délibérément ne pas voir, mais qui est pourtant inscrite dans la Constitution, c'est le recours à l'article 16, voilà, qui est d'une simplicité, j'allais dire, aussi enfantine que le recours à la dissolution. Voilà, moi, président, je consulte mon Premier ministre, je consulte les présidents des 2 assemblées, je consulte le président du Conseil constitutionnel. Bon, je décide qu'il y a interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ah oui, me direz-vous, mais il n'y a pas d'atteinte de péril extérieur. Oui, mais Charles de Gaulle, en 1961, a eu recours à l'article 16 pendant plusieurs mois, parce que cette mesure, dès lors qu'elle est déclenchée, elle est à durée indéterminée. C'est le président qui décide quand la normale politique est revenue. Eh bien, en 1961, en avril 61, Charles de Gaulle se trouvant dans une situation qui était peut-être difficile, mais il n'y avait pas d'interruption des pouvoirs publics, il n'y avait pas de péril extérieur au sens d'une menace internationale, et pourtant, il a mis en place l'article 16. Alors, légalement, c'est possible, voilà. C'est Démocratiquement, c'est d'autant plus compliqué. possible que des motions de censure, au moins la première, peut arriver assez rapidement, qui laisserait le gouvernement, enfin la France sans gouvernement, donc une impossibilité de voter un budget, donc une impossibilité de fonctionner, ce qui justifierait, même en dehors, je pense, de péril extérieur, le recours à l'article 16. Oui, parce qu'encore une fois, le blocage, si blocage il y avait à un certain moment, entraînerait soit une démission du président pour repartir sur des bases politiques complètement nouvelles, parce que vous avez eu raison de dire qu'en réalité, ce gouvernement Barnier, c'est un gouvernement Macron bis. hein. Alors,
un peu plus à droite, et là clairement et officiellement à droite, hein, puisque le LR ou la droite républicaine, peu importe les termes, sont clairement à droite, alors que M. Macron a toujours dit qu'il ne l'était pas, alors qu'évidemment il l'est depuis 2017. Voilà, donc il y aurait cette option ou donc ce recours à l'article 16. Alors ce qui est quand même assez étonnant, c'est que même au niveau des politologues, on ne veuille pas présenter cette option. Alors, C'est remarquable. Euh, Très très peu d'allusions à cette possibilité. On doit être les seuls en France à en parler dans nos conversations privées, comme d'un ovni. L'article 16, non. Alors qu'en fait, je prendrais une expression un peu triviale, mais ça nous pend au nez. bah, oui, alors il y a CNews, hein, avec la voix de Pascal Praud, qu'il a quand même évoqué Voilà, Pascal à Praud, oui. plusieurs reprises. Là, mais c'est le seul, à ma connaissance, qu'il ait évoqué. Mais je crois que là, il faut bien voir que le métier de politologue, comme le métier de sociologue, sont des métiers exigeants. C'est-à-dire qu'on n'a pas à sélectionner a priori les hypothèses. Alors, il y a des hypothèses probables, possibles, il y a des hypothèses improbables, hein, euh, et des hypothèses désagréables, hein. Alors, c'est vrai que là où la difficulté par rapport au recours à l'article 16, c'est que, évidemment, ce serait ce que j'appelle une désaffiliation démocratique frontale, parce que je rappelle que cet article donne les pleins pouvoirs au président de la République, hein, qui va concentrer dans ses mains le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, voilà, et sans avoir véritablement de compte à rendre, de rendre à personne. Voilà. Donc là, après, c'est une question de, j'ai envie de dire, osera-t-il? Voilà. Osera-t-on Oui, mettre parce que il y a l'article peut-être une cinquième possibilité, c'est le syndrome de la cocotte minute. Euh, Aujourd'hui, la pression monte, on le sent, on le voit, on le constate, euh, et souvent un détail provoque l'explosion, ou une toute petite surchauffe quand, quand la pression est au maximum. Et je pense on en est à ce stade. Donc, euh, pousser le bouchon un peu loin pourrait être un peu dangereux, je pense. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est important à souligner par rapport au gouvernement Barnier. On lui reproche de ne pas présenter de programme, de ne pas savoir dans quelle ligne on se dirige. Mais il est clair que personne ne le sait, et le gouvernement lui-même le premier. Ça fait des années que les partis politiques, sauf rares exceptions, en l'occurrence les extrêmes, hein, RN et Nouveau Front Populaire, ne présentent pas de programme, hein. On n'est plus au temps des 110 propositions de François Mitterrand, où on avait un détail, hein, même des options, hein, de grands objectifs, et puis une déclinaison de mesures. Voilà. Alors, ce qui permet de dire tout simplement, mais c'est compréhensif, c'est-à-dire l'imagination n'a jamais été au pouvoir. Voilà. Et ce n'est pas simplement un slogan de 68. Hein. Les grands hauts fonctionnaires qui dirigent de fait en sous-main l'État, et notamment les énarques, n'ont pas d'imagination. S'ils en avaient, ça Oui, se les saurait. énarques de Paris et puis les commissions de Bruxelles. On a vu pendant 2 mois qu'en fait, les ministres sont peut-être des objets de décor aujourd'hui de l'administration d'un pays. Je veux dire, les administrations gèrent sous les directives européennes et bon an mal an, tout ça survit. Vous savez, je crois que pour reprendre une expression d'Alain Finkielkraut, qui parlait de défaite de la pensée, là, manifestement, il y a une défaite de la pensée politique. C'est-à-dire, on n'est plus au temps que l'on a connu, vous et moi, dans les années 80, où il y avait dans les partis politiques des laboratoires d'idées, hein, où on réfléchissait,
qui avaient des structures pour cela. Maintenant, on a des think tanks, mais qui sont à l'extérieur, alors plus ou moins reliés aux uns et aux autres, mais qui pensent dans leur coin. Voilà. Réseaux Donc, sociaux. oui, tout à fait. Donc en fait, l'imagination ou le manque d'imagination est d'autant plus flagrant que l'on ne réfléchit plus. Voilà. Donc, en fin de compte, ça me fait penser à une expression qu'on appliquait au temps de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, le pilotage à vue. Voilà. On fait de la navigation à vue. Donc, je dirais que c'est même pas de la mauvaise volonté. On ne veut pas cacher un programme. On n'en a pas. Ou alors on a des idées très simples. Bon, bah évidemment, on n'est pas assez sévère, donc il faut que la justice soit plus sévère, il faut qu'on sorte plus de prison, il faut que les policiers soient plus intervenants. Bon, jusqu'à quelle limite, ça, on ne le dit pas, mais bon, je pense que Bruno Retailleau nous le dira dans quelques jours. Voilà. Donc c'est des idées simplistes, c'est des idées de ras du gazon, comme aurait dit Edgar Morin, dont nous aurons l'occasion de parler, que j'aime bien. Oui, et puis pour en revenir à M. Rotaillot, il est, par la nomination de M. Migaud à la justice, d'office neutralisé sur pas mal de choses. Et M. Moscovici fera le reste. Donc, c'est l'inertie, en fait, qu'on va connaître, à mon avis, dans les prochains jours, avec les seules, comme vous le disiez tout à l'heure, les seules possibilités d'évolution seront à partir d'émotions de censure ou pas. Voilà, mais je crois qu'il faut encore bien redire que quand on est expert, notamment en sciences politiques, on n'a pas le droit, a priori, d'écarter une hypothèse, fût-elle la moins crédible, et la moins probable. Voilà. C'est encore une fois, c'est un travail scientifique, d'exposer, encore une fois, toutes les options qui peuvent paraître possibles et applicables à un moment ou à un autre. Voilà, Oui, mais c'est la règle, on en arrivait c'est à la un règle du stade jeu. aujourd'hui, euh, par rapport à la pression médiatique mainstream en général, que exprimer une possibilité est assimilé à exprimer une opinion. Et là, c'est grave, effectivement. Un politologue doit pouvoir tout dire, mais si un politologue exprime une possibilité qui dépasse ce qui est convenu par, on va dire, la bien-pensance et tout ce qui gravite autour, il sera immédiatement catalogué et exclu du débat entre gens bien. Et encore heureux de ne pas être taxé de complotiste en présentant une Alors, idée qui peut par rapport à apparaître ça, effectivement. est-ce que mais ça peut faire l'objet d'un prochain débat, une prochaine discussion entre nous. Euh, Est-ce qu'il est plus dangereux de voir du complot partout ou nulle part? Vaste question. Complotiste ou fasciste, puisqu'aujourd'hui c'est ça. À partir de Cazeneuve, tout le monde est plus ou moins catalogué dans la fachosphère, et ça, c'est gravissime, c'est gravissime. Ben, je crois finalement que, pour revenir aux propos introductifs, les politiques sont dans une nasse, comme les petits poissons de l'océan, sont dans une nasse dont ils ne pourront pas s'extraire. Hein, les mailles du filet sont effectivement extrêmement solides, voilà, et l'enfermement très très grand. Donc nous sommes là dans une phase de transition, de toute façon, de transition, voilà, dont on espère, ou dont on peut espérer qu'une élection présidentielle, quand elle se produira, euh, arrivera à y mettre fin, ce qui n'est même pas certain du tout. Ce qui n'est Du même tout. pas certain du tout.
Hein. Voilà, c'est ça qui est dramatique, que parmi les quatre options bon, que j'ai présentées, il n'est pas certain qu'il y en ait une qui nous ramène à une période antérieure, avec une majorité absolue, un gouvernement avançant pour une durée longue. Ceci n'est même pas certain. Au risque de paraître pessimiste et de plomber l'atmosphère, je suis même certain du contraire. Je pense que aucune des options ne permettra de sortir du gouffre dans lequel ce pays est en train de tomber. Du reste, parallèlement à votre chaîne, à cette chaîne que l'on est en train de construire, nous avons parlé d'une chaîne plus généraliste. Et hier après-midi, j'ai essayé de sélectionner un certain nombre de titres possibles. Et un m'est apparu, je ne sais pas si ce sera celui que je vais ou qu'on va sélectionner, mais ce sera RIP France, repose en paix. Je pense que c'est trop tard, que c'est fini. Maintenant, ce que je pense fondamentalement, c'est que le devoir des intellectuels, le devoir des gens qui ne pensent pas qui pensent qu'on peut quand même gérer les choses à court terme un peu autrement, gérer bien et vivre bien le temps qui nous reste. Voilà, c'est ça mon objectif à titre personnel. Vous êtes beaucoup plus optimiste que moi. Oui, je crois que je partagerai assez quand même l'opinion exprimée par Edgar Morin, dont je rappelle qu'il a 103 ans et qu'il a vécu évidemment toutes sortes de périodes historiques, hein, qui disait hier dans les colonnes du Parisien que finalement, oui, à ses yeux, l'avenir était très sombre, mais qu'il fallait encore espérer. Hein, donc il y a la corde de l'espoir, hein, Oui, voilà. et il disait aussi, enfin, dans un autre texte qui rejoignait celui-ci, que on pouvait résoudre pas mal de problèmes en comprenant son adversaire, en se mettant à sa place. Ok, pour le débat sur l'euthanasie, je veux bien. On peut euh, voir toutes les positions et essayer de comprendre celui qui n'est pas d'accord avec vous. Mais quand vous avez affaire à l'islamisme radical, c'est quand même beaucoup plus difficile. Alors d'ailleurs, dans ce même entretien, euh, et j'ai repensé à un livre que j'ai écrit aussi il y a quelques années et publié provisoirement sur Amazon, qui s'appelle Oui, oui, c'était vraiment mieux avant. Voilà. Parce qu'il est convenu de dire qu'il faut dire qu'avant, c'était pas mieux. Voilà. Et Edgar Morin a eu le courage, dans ce même entretien, de dire oui, 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 c'était mieux avant. Alors bien sûr, il y a eu les drames terribles, hein, de l'occupation, de l'extermination des Juifs par les nazis. Oui, ce sont des tâches effectivement même indélébiles. Voilà. Mais quand on regarde les choses attentivement dans différents domaines, on s'aperçoit qu'effectivement, les jours heureux dont parle Fabien Roussel, eh bien, c'était peut-être avant. Voilà. Oui, mais Et beaucoup moins Michel, maintenant. il y a eu Verdun, il y a eu Dresde, il y a eu Hiroshima, il y a eu un certain nombre de choses euh, qui font que c'est quand même difficile d'adhérer à cet état d'esprit, je pense. Bon, Mais c'est le propre du débat que de voilà, faire naître aussi des divergences. débat sur ce sujet qui, bien évidemment, va être suivi par nous dans les jours qui viennent régulièrement parce que forcément, il va se passer des choses. On a l'impression d'être dans une série Netflix. Voilà, mais Ah, tout à l'heure, dans un autre entretien, hein, vous avez rappelé que autrefois, et notamment dans les campagnes,
hein, quand on concluait une affaire, on topait dans la main. Voilà. Voilà. Bon, eh ben, voilà, c'était réglé. Aujourd'hui, c'est à coup de contrat, d'à coup de procédure judiciaire, juridique. Eh ben, dites-moi si c'est mieux aujourd'hui qu'avant. On Sur est ce, d'accord. Sur voilà. ce sujet, on est d'accord. Donc, prochain épisode sur ce vaste sujet de la politique en France. Je pense on va avoir du grain à moudre. Absolument. À bientôt donc. Au revoir.